Bonjour à tous, je suis Dominique Després, je suis coordinatrice du centre de Strasbourg et vais vous parler de la prise en charge des femmes atteintes de maladies hémorragiques, notamment en cas d'urgence. En fait, déjà quelques chiffres. En Europe, il y a 512 millions d'habitants. Sur ces 512 millions, il y a 117 millions de femmes pubères. Parmi elles, il y a une femme sur 5 qui a des ménorragies. Alors, ménorragie veut dire des règles abondantes, on verra un peu plus loin. Et sur ces femmes-là, il y a environ une femme sur 5 où les ménorragies sont liées à une coagulopathie. Pourtant, le pourcentage de suivi est nettement moindre. Alors, toutes les maladies hémorragiques se déclinent au féminin et l'expression à gravité identique est toujours beaucoup plus marquée chez les femmes en raison des règles, des menstruations et des accouchements. Alors clairement, une femme peut avoir une maladie de Willebrand, une femme peut avoir des plaquettes basses qu'on appelle thrombopénie. Une femme peut avoir des plaquettes qui ne fonctionnent pas bien, alors notamment la thrombasthénie de Glanzmann, qui est la thrombopathie la plus grave, mais il y en a plein d'autres, il existe Poulvide, Bernard Soulier, une femme peut être atteinte de toutes ces anomalies-là. Par ailleurs, une femme peut également avoir un déficit en facteur de la coagulation, alors il peut s'agir du fibromogène, du facteur 2, en fait il y en a 13 en magasin. Enfin, une femme peut être conductrice d'hémophilie A ou B et par là avoir donc un taux diminué de facteur 8 ou de facteur 9. En fait, il y a environ 30 à 50% des conductrices qui ont des taux bas de facteurs. Alors souvent, on dit que les conductrices d'hémophilie B ont un taux de facteur 9 relativement bas. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme peut être hémophile elle-même. Et en fait, effectivement, l'hémophilie, bien que rarissime, l'hémophilie féminine, bien que rarissime, existe. Ah, déjà, qu'est-ce que ça veut dire rare? En fait, une maladie rare touche moins de 2000 personnes en France. Alors, sur les 1937 hémophiles A sévères, il y a 7 femmes qui sont répertoriées. Sur les 839 hémophiles modérés, il y a 8 femmes. Sur les 3337 hémophiles mineurs, donc des patients qui ont des 8 entre 5 et 40%, il y a quand même près de 300 femmes. Pour l'hémophilie B, qui est beaucoup plus rare que la A, sur 383 hémophiles B sévères, il y a 2 femmes. Pour les 375 hémophiles B modérés, il y a 5 femmes de suivi. Et enfin, pour les 608 hémophiles B mineurs, il y a 115 femmes. Donc, même si elle est rare, il faut savoir que l'hémophilie chez les femmes existe. Alors, pour le reste des pathologies, il y a plus de femmes diagnostiquées que d'hommes. En fait, il y a environ 56% de femmes pour les autres pathologies, donc Willebrand et les déficits factoriels qui figurent sur cette slide. Alors clairement, la symptomatologie hémorragique de ces maladies hémorragiques, elle est tout à fait variable dans le temps. Il y a toujours en fait des moments de la vie des patientes qui sont plus à risque de saignement, comme les ménarches, les premières règles ou la période de la ménopause. Clairement, cette symptomatologie hémorragique varie en fonction de la gravité, mais ce n'est pas toujours le cas. On a des fois des patientes qui ont des déficits en facteur 11 qui ont près de 30%, ce qui est quand même un taux hémostatique relativement confortable et qui saignent énormément, alors que d'autres patientes ont des déficits en 11 beaucoup plus sévères et ne saignent pratiquement pas. Alors, cette symptomatologie hémorragique peut comprendre soit des saignements de nez, soit de gencives, soit des hématomes, soit des hémarthroses pour certains types de déficits. Mais très souvent, leur dénominateur commun, c'est quand même les règles, les menstruations qui sont anormales. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire menstruation anormale? Des règles normales chez une femme, on quantifie ça à peu près à 50 ml, ce qui correspond à 6, bon, c'est un peu gore, à 6 ou 7 cuillerées à soupe. Alors, on parle de ménorragie si le saignement excède 80 ml. Alors ça, c'est aussi difficile à apprécier. Donc, on a mis une espèce d'abac. Des règles hémorragiques de ménorragie sont définies par des règles qui durent plus de 7 jours, avec des changes toutes les 2 heures les premiers jours et avec émission de gros cailloux. Bien entendu, il peut y avoir qu'un des 3 items pour qu'on parle de ménorragie. Métrorragie veulent dire des saignements génitals en dehors des règles. Ménométrorragie, c'est la combinaison de ménorragie et de métrorragie, donc des gros saignements pendant les règles, en plus en dehors de la période des règles. Spotting, c'est des saignements quotidiens, parfois bien embêtants, peu abondants de quelques gouttes, mais qui peuvent également pourrir la vie des patientes. Alors, quel est votre suivi de patients rares? Alors, là, clairement, une fois de plus, ça va dépendre de la gravité de votre pathologie.
Une chose est sûre, c'est que la sévérité de votre statut de conductrice ne se transmet pas. En fait, ce n'est pas parce que vous avez des règles qui ne sont pas trop abondantes que vos filles ne vont pas l'avoir. Donc, il y a véritablement un intérêt à faire dépister vos filles. Sur le territoire, enfin sur la France, il y a 36 CRC qui sont répartis, donc il y a des possibilités de suivi quand même relativement rapprochées de votre domicile. Et ce qui est important de noter aussi, c'est que pratiquement un coordinateur sur 2 est une femme. C'est des fois un peu plus facile pour des jeunes filles de parler des règles quand l'interlocuteur est une femme. Alors, le diagnostic, il est souvent établi en 2 ou 3 consultations, des fois moins, parfois plus s'il s'agit d'une pathologie plaquettaire parfois complexe. Votre suivi, il est identique aux hommes, mais bien entendu, à celui des hommes. Bien entendu, là, on a souvent recours à des gynécologues et à des généticiens en période de désir de grossesse. Vous êtes suivi, on peut dire en moyenne, 1 fois tous les 2-3 ans, mais là, tout dépend également, comme je l'ai dit, de la gravité de votre pathologie. Alors, l'urgence, dans tout ça, en fait, quand vous arrivez aux urgences, c'est vrai qu'il faut immédiatement dire que vous avez une maladie hémorragique. Alors, c'est clair que l'IOA ne va pas forcément vous croire sur parole. L'IOA, c'est l'infirmière d'accueil. Quand vous dites que vous avez une maladie hémorragique, il faut quand même produire un document qui atteste vos dires. Alors, soit vous êtes en possession d'une carte de maladie hémorragique, là, c'est clair que ça sera la chose la plus simple. Sur cette carte, il y a tout écrit. Il y a écrit votre taux de facteur déficient, votre type de maladie, le médicament, le numéro d'urgence et le centre où vous êtes suivi. Cette carte, elle est à montrer en fait dès votre admission. Alors après, il ne faut pas hésiter à la remontrer à l'externe, à l'interne, en fait, à toutes les personnes qui vont vous prendre en charge. Parfois, il y a des femmes, bon, il n'y en a pas beaucoup, qui ont des carnets d'autotraitement. Ça aussi, c'est important de montrer. Alors, si vous n'avez pas de carte, de carnet d'autotraitement, emmenez au moins une lettre du CRC qui atteste que vous êtes suivi quelque part pour votre maladie hémorragique. Si vous avez un PAI, donc un protocole d'accueil individualisé, c'est également bien de l'avoir sur vous. Et si vous n'avez rien de tout ça, il faut savoir que certains centres distribuent des fiches d'urgence que je vous conseille d'amener si vous êtes amené à consulter en urgence. Alors, en 2019 ou dans un futur proche, je vous aurais dit que si vous répondez à l'Optime, c'est bien de l'avoir sur soi quand vous allez aux urgences. Ça concerne les patientes conductrices d'hémophilia, certaines maladies de Willebrand. Mais en ce moment, l'Optime, en fait, il n'y a plus d'Optime de disponible sur le plan national. Donc, juste l'avoir à l'esprit, si vous répondez à l'Optime, dans un futur proche, vous pensez à l'amener aux urgences, peut-être pas là actuellement, comme on n'a plus le droit de l'utiliser. Dans certains centres, les patientes bénéficient de séances d'ETP, donc d'éducation thérapeutique, sur lesquelles on met vraiment l'accent sur la présentation aux urgences, comment vous devez vous présenter, ce qu'il faut dire, pas dire, et puis surtout, on vous explique qu'il faut surtout, quel que soit votre motif d'admission, dire que vous êtes atteinte d'une maladie hémorragique. Bien entendu, c'est pendant ces séances d'ETP, on explique aussi aux patients l'intérêt de se substituer en cas de geste invasif, le seuil, le produit, etc. Par ailleurs, dans quasiment tous les centres, les coordinateurs rencontrent également les urgentistes pour un peu leur expliquer que oui, les pathologies hémorragiques peuvent consulter aux urgences et en fait que l'hémophilie féminine existe, qu'on peut avoir une thrombopathie, s'il y a des plaquettes normales. En fait, souvent, on rencontre les urgentistes pour faciliter votre prise en charge aux urgences et un peu dédramatiser cette situation qui fait toujours peur aux patients. Alors, bien sûr, si vous n'êtes pas écouté, ce qui peut malheureusement arriver, quand vous dites qu'il faut s'entourer de précautions avant un geste invasif, il faut vraiment dire au personnel soignant qu'il faut joindre votre astreinte du CRC clairement donnée en début de suivi. Donc, c'est facile, il faut que vous l'ayez sur vous quand vous consultez aux urgences. S'il n'y a pas d'écoute, ce qui est quand même rare ici, mais ce qui peut arriver, vous demandez à parler au senior des urgences ou vous faites appeler un proche cette astreinte du CRC. C'est fondamental, en fait, si vous avez un pépin et que vous êtes admise en urgence, que l'astreinte du CRC sache que vous y êtes. Alors, juste pour résumer quelques situations, si maintenant vous êtes patiente avec une maladie hémorragique et vous consultez aux urgences pour une douleur abdominale, il ne faut surtout pas oublier de dire, même si je me répète, que vous avez une maladie hémorragique, montrez votre carte, même si ça n'a rien à voir avec votre motif d'admission.
l'urgentiste doit forcément en prendre note, même si votre tableau clinique là n'évoque absolument pas un saignement. Si vous allez en tant que patiente, par exemple Villebrante, aux urgences avec une fracture qui va nécessiter un plâtre, vous devez évidemment, bien entendu, remontrer votre carte, mais pas accepter n'importe quoi, pas accepter qu'on vous mette un plâtre circulaire, dire, ben non, monsieur, je ne peux pas avoir un plâtre circulaire, je peux éventuellement faire un hématome compressif, donc qui sera en fait aggravé évidemment par le plâtre. L'urgentiste devra tenir compte de vos propos, pas mettre de plâtre circulaire et bien entendu préférer les attelles. Il peut malheureusement également arriver que des patientes avec maladie hémorragique peuvent consulter aux urgences parce qu'elles ont un problème de thrombose, d'infarctus du myocarde, de phlébite, et on doit donc en prise de charge vous prescrire un anticoagulant. Là aussi, il ne faut pas accepter des yeux fermés, demander vraiment que l'hématologue soit averti. Alors clairement, on peut anticoaguler une patiente avec une maladie hémorragique, mais souvent dans ce cas-là, il faut la substituer. Alors pour les urgentistes, on insiste très souvent quand on les rencontre en leur redisant qu'en fait un patient avec maladie hémorragique, il peut thromboser comme n'importe qui, qu'il faut vraiment là appeler le CRC pour si vous prenez en charge un tel patient. Enfin, si maintenant vous consultez aux urgences parce que vous avez une appendice et que vous devez donc être opéré en urgence, là, une fois de plus, il faut vraiment insister, dire que vous avez une maladie hémorragique, montrer la carte et surtout expliquer, vous, en tant que patiente, vous pouvez dire, non, on ne peut pas m'opérer comme ça, il faut me substituer, il faut normaliser ma coagulation pour qu'il n'y ait pas de problème au moment de l'intervention. Et l'urgentiste, lui, dans ce cas-là, aura une mission de prévenir l'anesthésiste pour qu'il établisse un protocole. Si maintenant, enfin, vous arrivez aux urgences avec une plaie qui saigne beaucoup et que vous remontrez votre carte à ce moment-là, il faut vraiment, et que vous êtes répondeuse à l'Optime, bon, ça c'est un petit peu caduc comme situation en ce moment, il faut vraiment bien dire à l'urgentiste que vous répondez à l'Optime et que vous êtes une patiente disciplinée qui a l'Optime dans son sac. Voilà, alors en fait, il faut également savoir que si vous consultez aux urgences pour une douleur aiguë, par exemple une sciatique hyperalgique, et qu'on vous propose une perfusion d'anti-inflammatoires, il faut quand même redire à l'urgentiste, est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative que les anti-inflammatoires, dans la grande majorité des cas, sont en fait contre-indiqués chez des patients qui ont une diastase hémorragique. Il y a toujours d'autres alternatives. Par contre, il faut savoir, et les urgentistes le savent, qu'il y a certains anti-inflammatoires qu'on peut donner aux patients hémorragiques. Clairement, c'est impossible de lister toutes les situations qui peuvent vous amener à consulter, que vous soyez un homme ou une femme en urgence. Et il faut surtout avoir à l'esprit également qu'un patient qui consulte aux urgences pour autre chose qu'un saignement, il faut quand même toujours prendre en compte qu'il a une maladie hémorragique à la base. Voilà ce que je voulais vous dire en fait dans cette intervention.